Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence Politeia, l'université populaire des savoirs politiques, en partenariat avec Sciences Po, Bibliocité et en direct de la médiathèque Marguerite Duras à Paris. Cette année, vous avez pu suivre nos conférences en présentiel à la médiathèque, en replay sur YouTube et en podcast. Alors nous avons proposé tout au long de la saison des conférences intégralement consacrées à l'élection présidentielle, afin de décrypter les grands enjeux de la campagne et les dynamiques électorales. Il s'agit aujourd'hui de la dernière conférence de la saison, donc c'est l'occasion pour nous de faire un bilan de cette campagne passée. Si nous avons parlé durant tout ce cycle de conférences des grandes dynamiques électorales, des partis politiques ou encore de l'abstention, nous ne nous sommes pas attardés sur les discours et la rhétorique de la campagne électorale. Alors, le monde politique a certes toujours joué avec les mots, avec les discours, en cherchant la formule la plus percutante et le slogan le plus accrocheur. Mais il semble que ce phénomène s'accentue et que les campagnes électorales ne soient plus que des courses à la meilleure formulation, plutôt que de vrais débats de fond et de vrais débats d'idées. Alors, quelle est la place de la rhétorique dans le monde politique ? Est-elle réellement, comme on en a l'impression, de plus en plus centrale ? Et finalement, que retenir de cette campagne présidentielle et de la campagne législative en cours ? Pour répondre à ces questions, Politeia a le plaisir d'accueillir Clément Viktorovitch, politiste, spécialiste de rhétorique. Il vient d'ailleurs de publier un ouvrage, Le pouvoir rhétorique, aux éditions du Seuil. Et surtout, son palmarès le plus important, Clément est le fondateur de Politeia. Ouais. Bonjour Clément, et merci d'avoir accepté de clôturer notre cycle présidentiel. Merci à toi. Je te laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir évidemment d'être de retour dans cette salle que j'aime tant, pour cette université populaire qui me tient tant à cœur, et pour ces samedis matins évidemment de la cruauté absolue où il faut se lever au lieu de faire une grasse matinée, c'est terrible. Je réponds directement à la question, comme ça on sera tranquille et puis après on peut parler d'autre chose. Quelle est la place de la rhétorique dans une campagne électorale ? C'est le moment de dire que c'est une chose que j'ai analysée tout au long de l'année. Ça a été mon obsession. Ça fait quelques années que c'est mon obsession, mais là, cette année, tout particulièrement. Et chaque soir, jour après jour, j'ai proposé une analyse des dynamiques rhétoriques, en effet, qui animaient cette campagne. C'est le moment de dire qu'il ne faut pas surestimer le poids des mots et des argumentations. Je commencerai par là. Et c'est important au regard de ce que je vais dire par la suite. Il ne faut pas surestimer l'importance de la rhétorique. Il ne faut pas oublier que la politique, c'est aussi du rapport de force. C'est aussi des conflits de valeurs et d'intérêts. Et que, au bout du compte, certains électeurs, certaines électrices, une grande partie d'ailleurs des électeurs et des électrices, voteront pour la personne pour laquelle ils ou elles votent, quelle que soit l'argumentation, quels que soient les mots, quels que soient les discours, parce qu'ils et elles estiment que cette personne représente au mieux leurs intérêts ou leurs valeurs. Donc ne surestimons pas le poids des mots. Est-ce que le destin politique d'un candidat ou d'une candidate à la présidentielle est déterminé entièrement par ses discours ? La réponse est non. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même dire que les mots, malgré tout, sont importants. Et que les discours ne sont pas quantité négligeable dans une élection. Si on veut simplifier un petit peu, la politique, c'est deux choses. C'est discourir et décider. La politique, en bout du bout, c'est argumenter, convaincre, produire des justifications pour étayer des décisions qui seront ensuite prises et arrêtées. Donc, il ne faut pas faire comme si la parole ne comptait pas en démocratie, et elle compte particulièrement, bien sûr, dans une élection. Et cette saison, cette année, on a vu, me semble-t-il, comme à chaque fois dans une élection présidentielle, mais on a vu certains candidats, certaines candidates dont la fortune électorale a été déterminée en grande partie, sinon intégralement, par leur performance ou leur contre-performance rhétorique. Et c'est de cela que j'aimerais parler avec vous. Alors, évidemment, comment résumer des mois et des mois de campagne, de péripéties, en 15, 20, 25 minutes, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est compliqué, et donc on a besoin d'une ligne directrice. La ligne directrice que j'ai choisie, c'est d'envisager avec vous, et vous allez voir que je pense que c'est éclairant, d'envisager avec vous la dimension narrative d'une partie des candidatures. Et j'emploie le mot narratif dans son sens le plus fort, parce que on a tendance aujourd'hui,
depuis quelques années maintenant, a ramené la question de la narration dans l'argumentation politique et dans l'argumentation plus généralement, a ramené la question de la narration à un mot, un seul, une formule qui a fait succès, qui est le storytelling. Et donc il est clair pour tout le monde maintenant, le mot est connu, qu'il y a dans l'argumentation politique du storytelling. Et quand on demande aux individus, aux uns et aux autres, qu'est-ce que c'est que le storytelling, on a toutes et tous une formule en tête qui est « j'aimerais vous raconter une histoire ». Et on a tous et toutes en tête ces conférences qui commencent par un conférencier portant à peu près le même micro que moi ici, debout, généralement sur un cercle rouge, et qui commence comme ça en disant « chers amis, bien sûr, je vais vous parler de mon expérience de traversée de l'Atlantique à la nage, mais d'abord, j'aimerais vous raconter une histoire. » On connaît tous ça. C'est la version bêta, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire la version brouillon et la version un peu idiote du storytelling. En réalité, l'approche narrative de l'argumentation peut passer par des formes beaucoup plus profondes et qui vont pivoter sur des études qui sont des études littéraires extrêmement anciennes et qu'on hérite d'un courant littéraire et linguistique qu'on appelle le structuralisme. Le courant structuraliste, qui se structure dès après-guerre, les premiers écrits structuraux des structuralistes, c'est dès les années 60, le courant structuraliste, c'est un courant qui va rechercher des structures communes à tous les grands textes, à tous les grands récits, à commencer par les contes et les mythes fondateurs. Contes, légendes et mythes fondateurs. Et donc vous avez toute une série d'auteurs comme ça qui ont analysé de très grands corpus de textes narratifs, de très grands corpus de récits, en se posant une question simple, y a-t-il une histoire commune, un schéma commun, une structure commune à tous ces récits? La réponse, je vous spoil un peu les études, la réponse est oui. On trouve effectivement plusieurs schémas qui sont aujourd'hui bien connus des études littéraires. Il y en a un que tout le monde connaît, c'est le bien nommé schéma narratif, qui dit qu'une histoire, c'est toujours une situation initiale perturbée par un élément déclencheur. Derrière, on a une succession de péripéties qui trouvent leur dénouement et qui aboutissent à une situation finale qui elle-même est stabilisée. On a toutes et tous appris ça, généralement, en école primaire ou au collège. Il y a un autre schéma que j'aimerais envisager avec vous qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le schéma actantiel. Le schéma actantiel, il nous vient d'un auteur qui s'appelle Julien Grémas, on l'appelle comme ça, mais parce qu'il s'appelle comme ça, d'un auteur qui s'appelle Julien Grémas. Et le schéma actantiel cherche à dégager la structure commune à tous les récits, non pas d'un point de vue chronologique, c'est-à-dire quelles sont les étapes du récit, mais d'un point de vue synchronique, c'est-à-dire quels sont les différents actants, quelles sont les différentes forces, si vous voulez, qui sont mises en branle, mises en jeu dans un récit. Et Grémas nous dit, on raconte toujours la même histoire. C'est l'histoire d'un héros, premier actant, d'un héros, qui est en quête pour atteindre un objet de valeur. Deuxième actant, deuxième force, l'objet de valeur. Dans sa quête pour trouver un objet de valeur, le héros rencontre l'aide d'adjuvants et l'opposition d'adversaires ou d'opposants. Cette quête, elle lui est donnée par un destinateur, quelqu'un qui lui donne la quête, et elle bénéficie à des bénéficiaires ou des destinataires. Et à peu près toutes les histoires qu'on se raconte peuvent rentrer dans ce schéma. Le Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire d'un héros, Frodon Sakay, à qui un destinateur remet une quête, Gandalf. L'objet de la quête, c'est sauver la Terre du Milieu, bon, sauver le monde. Dans cette quête, il va rencontrer l'aide de toute une série d'adjuvants, l'elfe Legolas, le nain Gimli, etc. Il va rencontrer l'opposition d'opposants, évidemment Sauron, qui est l'adversaire principal, et les destinataires, les bénéficiaires, c'est l'ensemble de la Terre du Milieu. Bon. Vous allez me dire, quel est le rapport avec la politique? Eh bien, le rapport avec la politique, c'est que quand on utilise le schéma actantiel, on peut se poser une question simple. Est-ce que l'histoire qui nous a été racontée par les différents acteurs politiques était de bonnes histoires? Et il se trouve que le succès électoral d'une partie des candidats tient, me semble-t-il, à un schéma actantiel, à une histoire, à une narration qui était particulièrement bien ficelée. J'aimerais, avec vous, envisager le succès politique de deux candidats qui étaient en tout point opposés. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour? Parce que, je vous disais tout à l'heure, il y a des forces plus profondes qui déterminent le succès ou l'insuccès d'un acteur aux élections présidentielles. Il me semble que Zemmour et Mélenchon sont deux orateurs, deux candidats, dont la fortune politique a été déterminée en grande partie par leur capacité à discourir. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça?
Tout simplement, quand on compare l'état initial de leur candidature et l'état final. Alors de leur score, c'est un peu difficile d'affirmer ça parce que le score d'Éric Zemmour n'est pas si satisfaisant que cela, mais en tout cas, l'impact qu'ils ont dans le débat médiatique et public. Pour Éric Zemmour, c'est assez simple. Éric Zemmour, en septembre, c'est le chroniqueur de CNews qui dit des trucs à la télévision. Éric Zemmour, en janvier, c'est celui dont on se demande s'il ne va pas être au deuxième tour de la présidentielle. Cette progression, il ne la doit qu'à sa parole, qu'à son verbe. Jean-Luc Mélenchon, c'est presque encore plus frappant. Alors vous allez me dire, Mélenchon, il a déjà fait 19% à la dernière présidentielle. Il est aussi porteur de force politique, oui. Mais Jean-Luc Mélenchon, en septembre dernier, c'est le type qui a dit « La République, c'est moi ». Et c'est le type qui, 2 mois plus tôt, sur France Inter, a dit « Vous allez voir, ils vont nous ressortir un événement dramatique dont ils vont nous dire que ça perturbe la campagne, par exemple Mohamed Merah ». Bon, 2 déclarations. Vous retournerez voir, question politique, un dimanche, interviewé par Ali Badou. J'ai un peu simplifié, je ne me souviens plus exactement des mots, mais dans l'esprit, c'était ça. 2 déclarations qui lui portent préjudice et qui font qu'en septembre, un certain nombre d'analystes, dont moi, disent « L'image de Jean-Luc Mélenchon est trop abîmée, il ne fera rien dans cette présidentielle, au mieux il fera 10%, ses supporters irréductibles, mais jamais il ne parviendra à convaincre au-delà de ce premier cercle parce que son image, son ethos, comme on dit en rhétorique, est trop abîmée. » Il prouve qu'il a réussi à dépasser cela. Et l'un et l'autre le réussissent comment? Par leur verbe. Et ce qui est intéressant, c'est que si Jean-Luc Mélenchon est un grand tribun dont personne ne peut, je crois, contester les capacités oratoires, rhétoriques, on met Jean-Luc Mélenchon sur une scène, il se passe forcément quelque chose. Ce n'est pas le cas d'Éric Zemmour. Éric Zemmour n'est pas un grand orateur. Il progresse pendant la campagne, d'ailleurs il progresse de manière assez stupéfiante, mais même à la fin, les meetings d'Éric Zemmour, d'un point de vue rhétorique, ne sont pas des grands meetings de tribuns. Il n'y a rien de comparable avec un meeting de Mélenchon ou, il y a quelques années, avec un meeting de Sarkozy. Et pourtant, l'un et l'autre ont un succès qui est dû à leur argumentation. Et quand on zoome, on se rend compte que l'un et l'autre ont développé des histoires qui étaient à la fois limpides, claires et efficaces. On peut commencer par Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est l'histoire d'un héros. La France. La France éternelle. Un héros qui rencontre, c'est le plus important, une adversité absolument terrorisante. Cet ensemble de musulmans non intégrés, de casseurs de banlieue, de sauvages venus de la Seine-Saint-Denis qui menacent la France. Ce sont ces mots. Ce héros, la France, pas les Français, la France, est dans une quête pour être sauvée et rester elle-même. Le slogan d'Éric Zemmour, celui qu'il met sur son affiche, c'est « Pour que la France reste la France ». Dans cette quête, il y a des bénéficiaires. Les bénéficiaires, ce sont les Français, les vrais, les Français de souche, ou alors les Français assimilés. Et c'est là que ça devient intéressant, ce héros aussi beau, si pur, la France, rencontre l'aide d'un adjuvant, un adjuvant dévoué à sa cause, Éric Zemmour. Éric Zemmour vient aider la France sous l'impulsion d'un destinateur qui sont une partie des Français. Et quand vous reprenez les discours d'Éric Zemmour et que vous écoutez notamment dans ses interviews, il l'a beaucoup dit en déplacement sur le terrain, comment il parle de sa relation aux Français, les mots qu'il emploie sont des mots qui sont quasi christiques. C'est « mais je croise les Français, ils m'empoignent le bras, ils me disent « aidez-nous, sauvez-nous, monsieur Zemmour ». Donc il y a cette idée que sa quête, la quête, le héros c'est la France, mais lui il est l'aide de la France dans cette quête et cette aide lui vient directement des Français qui l'ont appelé à l'aide. On a un schéma, on a une histoire simple, efficace, on a un bon méchant, au sens narratif du terme, on a un bon méchant, bien simple, bien clair, qui fait bien peur. C'est Dark Vador, quoi. C'est l'empereur noir de la force. C'est Sauron. C'est qui vous voulez. Plus un méchant est clair, simple, identifiable, plus il est terrorisant. L'objet de valeur est limpide. Résultat, cette narration s'impose dans la campagne. Jean-Luc Mélenchon. L'histoire qu'il raconte, alors, bon, ça fait 3 campagnes qui racontent la même, mais l'histoire qu'il raconte est tout aussi efficace, et tout aussi claire, et tout aussi simple. C'est l'histoire d'un héros,
Mais attention, le héros, c'est pas la France. C'est pas les Français. C'est surtout pas Jean-Luc Mélenchon. Le héros, c'est le peuple. Pas le même choix de héros. Le héros, c'est le peuple. Et ce peuple rencontre une adversité tout aussi terrorisante que les jeunes sauvages musulmans de banlieue. Cette adversité, c'est celle du système capitaliste. Du capitalisme. Cette adversité, elle empêche le peuple de retrouver son objet de valeur. Et l'objet de valeur, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, il est simple. Et c'est un objet de valeur qui est profondément de gauche. L'objet de valeur de Jean-Luc Mélenchon, quand vous écoutez ses discours, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et le bonheur du peuple est obéré par le système capitaliste qui en spolie une partie des richesses. Vous écouterez les discours de Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. On entend rarement parler du bonheur. On entend parler de la dette, on entend parler de sauvegarder la crédibilité de la France sur la scène internationale. On entend parler de beaucoup de choses, mais assez peu de ce qui fera le bonheur du peuple. Donc ça, c'est l'objet de valeur de Jean-Luc Mélenchon. Cette quête, bon, elle a des destinataires. Alors les destinataires, c'est intéressant. À qui profitera la quête du peuple pour le bonheur contre le système capitaliste quand on écoute Jean-Luc Mélenchon? Réponse, à tout le monde. À tout le monde. Et quand vous écoutez Mélenchon, vous retrouvez des... alors, c'était un petit peu moins clair dans cette campagne que dans les précédentes, mais il y a une formule que Mélenchon emploie souvent. Il dit « On ne peut pas être heureux seul dans un océan de malheur ». C'est l'idée de dire aux personnes riches « Oui, avec moi, vous allez perdre de l'argent, mais vous serez plus heureux ». À tort ou à raison, on est convaincu ou pas. Hein. Ça, derrière, c'est une question politique. Mais la narration, elle est cohérente. Et puis, dans cette quête, le peuple reçoit l'aide dont il a besoin, qui est l'aide non pas de Jean-Luc Mélenchon, qui est l'aide de l'Union populaire. Et l'Union populaire, sa voix est portée par une aide qui est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, dans ce schéma actantiel, c'est l'adjuvant d'un adjuvant du héros. Enfin, ça, c'est l'histoire qu'il raconte. Je ne suis pas sûr que ce soit l'histoire qu'il se raconte lui. Mais en tout cas, c'est l'histoire qu'il raconte. Et puis, il y a un destinateur aussi chez Jean-Luc Mélenchon, c'est le peuple lui-même par son avant-garde éclairée, c'est-à-dire en l'occurrence le Parlement de l'Union populaire dont Mélenchon parle beaucoup. Bon. Le schéma actantiel, il est simple, il est clair, il est limpide, il permet de faire rentrer tout dedans. Parce que quand je dis que c'est le système capitaliste le méchant, on retrouve derrière que le système capitaliste dézingue la planète. D'ailleurs, j'ai dit que son objet de valeur, c'était le bonheur. Et je vais amender ce que je disais. C'était le bonheur dans les précédentes campagnes. Et en parlant avec vous, je me rends compte que c'est peut-être un autre objet de valeur qui a un peu changé sous l'impulsion de l'urgence climatique. L'objet de valeur développé par Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être aussi et surtout l'humanité. Et l'humanité dans les deux sens du terme. L'humanité au sens l'humanité menacée par le changement climatique causé notamment par le système capitaliste. Et l'humanité au sens capacité des êtres humains à se comporter en êtres humains et non pas en monstres. Et il y a cette idée que ce qu'il faut sauver, c'est l'humanité, les êtres humains, mais notre humanité également. C'est peut-être d'ailleurs davantage ça le récit qu'il a développé pendant cette campagne spécifiquement. Bon, l'histoire, elle fonctionne. Alors, elle nous convainc ou pas, hein. Ce sont des histoires qu'on se raconte. Sauf que les histoires, les récits, ça n'est pas n'importe quoi en politique. C'est ce qui vient donner une cohérence aux faits, aux données et aux informations. Et quand vous regardez, et je m'arrêterai là, quand vous regardez par contraste la campagne électorale d'autres orateurs, oratrices, qui auraient pu espérer faire quelque chose pendant cette campagne, rien ne disait à l'avance qu'ils feraient les scores qu'ils ont faits. Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Yannick Jadot, Valérie Pécresse. Vous peinerez, pour chacun d'entre eux, à dégager des histoires aussi claires et vibrantes que celles que je viens de vous raconter. Vous peinerez. J'ai beaucoup écouté Yannick Jadot dans la campagne. Yannick Jadot, les discours de Yannick Jadot, qui étaient des discours absolument interminables, c'était des discours dans lesquels il donnait des informations, il donnait des arguments, il donnait des chiffres, sans être capable de dégager un fil rouge narratif entre ces différentes informations. Il n'y avait aucun souffle épique, aucun souffle du récit dans les discours de Yannick Jadot. Tout au plus a-t-il cherché des grands concepts un peu
un peu généraux, un peu mobilisateurs, derrière lesquels il a essayé de rassembler son action. Pendant un temps, il nous a parlé, c'était le début de la République écologique. On ne savait pas trop ce que c'était, lui non plus d'ailleurs, si bien qu'il a arrêté d'en parler. C'était rien de plus qu'une marque, un marqueur, mais sans aucun souffle narratif. Bon, résultat, la campagne de Yannick Jadot peine à convaincre, mais parce qu'il peine à nous expliquer à travers un grand récit. Les récits sont ce qui nous permettent de comprendre le monde, de le mettre en sens. Il peine à nous expliquer quelle est la cohérence de son action. Anne Hidalgo, Christiane Taubira, qu'on peut mettre, je crois, à peu près dans la même case rhétorique, c'est, je dirais encore pire, je le dis comme je le pense et comme je l'ai déjà dit auparavant, elles ont proposé des discours qui étaient, l'une et l'autre, intégralement structurés autour de grands concepts mobilisateurs qui eux-mêmes n'étaient plus appuyés, ou pas appuyés, sur, ou pas suffisamment, faut pas caricaturer non plus, pas suffisamment, sur ce qu'on aurait pu attendre d'un candidat, ou en l'occurrence de candidate à la présidentielle, c'est-à-dire des arguments, des données, des faits. Vous écoutez, le plus caricatural étant Christiane Taubira, les quelques discours de Christiane Taubira sont des discours qui pivotent autour de 5-6 mots. Justice sociale, droits et libertés fondamentales, urgence écologique, jeunesse, voilà. Et vous prenez ces 4 mots, vous les mettez dans un shaker, vous mélangez bien, vous avez un discours de Christiane Taubira. C'est tellement vrai que les premiers discours de Christiane Taubira que j'analyse, je suis capable de faire des magnétos où chacun de ces mots est répété 2 à 3 fois sur des discours qui durent 15 minutes. Et ça se retrouve, c'était dans les médias, ça se retrouve. Donc, c'est vous dire que là, on n'a pas de souffle épique, on n'a pas d'histoire, mais on n'a même pas d'éléments qui auraient pu constituer une histoire. Anne Hidalgo, à peu près pareil. Et à l'autre extrême du spectre, une autre oratrice qui a peiné à convaincre, alors qu'elle aurait pu le faire, elle est montée à 18% dans les sondages, qui est donc Valérie Pécresse. Alors certes, Valérie Pécresse, il y a des problèmes de rhétorique technique, c'est pas une grande oratrice, elle l'a dit elle-même, bon, je vois pas comment elle aurait pu dire le contraire de toute façon. Mais indépendamment de ça, il y a un problème de narration qui est que elle ne sait, elle, même pas quelle histoire elle veut raconter. Mais pour une raison simple, c'est que Valérie Pécresse, qui vient d'une droite chiracienne, elle a même été classée pendant un temps du côté de la droite sociale. En tout cas, c'est ce qu'elle disait, ce qu'elle pense, honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle affirmait. C'est à peu près ce qu'elle porte pendant la primaire, sauf que tous les républicains sont tirés à droite par Éric Zemmour et en interne par Éric Ciotti. Éric Ciotti qui arrive 2e à la primaire, qui fait toute sa campagne sur le grand remplacement. On aura peut-être l'occasion de parler de cette expression. Et donc voilà Valérie Pécresse qui se retrouve à venir de la droite sociale, à vouloir porter une véritable alternative républicaine à Emmanuel Macron, une alternative républicaine / les républicains à Emmanuel Macron, tout en devant composer avec une droite qui est de plus en plus marquée par les thématiques rhétoriques de l'extrême droite, du zemmourisme. Et donc, on se retrouve avec cette schizophrénie de Valérie Pécresse, et c'est ça, en fait, qui, pour moi, a nui à sa campagne, qui est que, premier grand discours au Zénith de Paris, elle cite le grand remplacement pour dire qu'elle ne s'y résout pas. Mais ne pas se résoudre à une menace qui nous menace, c'est déjà reconnaître que la menace nous menace, vous serez d'accord avec moi. Pour ensuite, elle a été très critiquée pour cette expression, pour ensuite dire « mais non, mais j'ai employé cette expression pour dire que pour moi, ça n'existe pas. » Ah bon? C'est quand même pas exactement ce qu'on a toutes et tous entendu. Bon donc, elle ne sait pas quelle histoire elle raconte, elle ne sait pas quel est l'opposant principal. Qui est l'opposant principal? Est-ce que c'est la dette? Est-ce que c'est le grand remplacement? Elle ne sait pas pourquoi, parce qu'elle veut porter 2 narrations en même temps, qui sont des narrations différentes. Une narration de droite traditionnelle où la plus grande menace, c'est la dette, et donc il faut faire l'austérité. Une narration zémouriste, érixiotiste, d'extrême droite, vous l'appelez comme vous voulez, où la plus grande menace, c'est le grand remplacement, et il faut lutter contre. Et vous ne pouvez pas faire cohabiter ces 2 adversaires dans les mêmes discours. Le discours perd totalement en clarté, en impact, en efficacité. Résultat, tout comme Yannick Jadot, elle ne parvient même pas à rembourser sa campagne, après avoir pointé à 18% des sondages. Bon, j'ai laissé volontairement de côté Marine Le Pen et Emmanuel Macron, parce que pour moi, ils sont les 2 meilleurs exemples d'orateurs et oratrices politiques dont le succès électoral ne vient pas, ou peut-être pas avant toute chose, d'un effort rhétorique, ou en tout cas ne vient peut-être pas avant toute chose de l'effort narratif qu'ils sont déployés. On peut en rediscuter après si vous voulez, je pense que ça vient d'autres mouvements de fond, d'autres lames de fond qui sont assez profondes. Et qui tiennent d'ailleurs beaucoup dans un cas comme dans l'autre, à leur ethos, à l'image qu'ils et elles ont renvoyée d'eux-mêmes. Mais j'ai pris ces quelques exemples pour vous montrer à quel point est-ce que la narration, les récits, les histoires que nous nous racontons sont capitales
en politique sont capitales lors d'une campagne électorale. Et je pense que c'est quelque chose dont nous devons nous souvenir. Déjà, en tant qu'analyste de la campagne, c'est intéressant. En tant qu'orateur et oratrice, chacun et chacune d'entre nous, ça nous montre ce qu'il faut ou ne faut pas faire, je crois. C'est-à-dire que se poser la question de l'histoire qu'on est en train de raconter, c'est toujours une bonne question à se poser. Et puis, je crois que c'est aussi, et je me permets cette digression ou cette parenthèse, c'est aussi une véritable leçon pour l'écologie politique. Une véritable leçon pour l'écologie politique. Je crois que l'échec de Yannick Jadot à cette campagne électorale, comme l'échec de l'écologie politique à toutes les campagnes électorales européennes mises à part. Et même aux européennes, on peut débattre en réalité. Je crois que cet échec est un échec narratif et que l'écologie politique ne se pose pas assez la question de l'histoire qu'il raconte. La seule histoire de « c'est la fin du monde, on va tous mourir », je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour mobiliser les individus à agir. Je suis convaincu, je le dis depuis très longtemps, qu'il y a un nouveau récit à rebâtir autour de l'écologie politique, qu'il y a de nouvelles narrations à déployer, y compris autour d'un terme qui est extrêmement clivant, mais qui a le mérite au moins de porter une histoire, qui est le terme de la décroissance, en disant que peut-être il faut vivre avec un peu moins, c'est ce que semblent dire de toute façon les rapports d'experts, mais qu'on peut vivre avec un peu moins en étant un peu plus heureux. Et là, quand vous dites ça, vous avez déjà un fil que vous pouvez tirer et sur lequel vous pouvez broder de la narration. C'est ce que Yannick Jadot a été incapable de faire. C'est ce que, d'une manière générale, l'écologie politique en France est incapable de faire. Et c'est peut-être, en tout cas pour les tenants de cette idéologie politique, c'est peut-être le grand chantier rhétorique sur lequel il va falloir enfin se pencher. J'en arrêterai là. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Clément pour ta présentation. Alors, première question qui me vient, enfin question-réaction. Ce schéma actantiel dont tu parles a le mérite, il me semble, de casser l'opposition un petit peu trop caricaturale entre le fond et la forme. Parce que justement, ce que tu montres, c'est qu'on a un schéma narratif, mais qui repose sur des idées fondamentales et sur des valeurs fondamentales. Donc, il me semble que ça casse un petit peu cette opposition qu'on présente régulièrement. Et pourtant, on a quand même l'impression que la campagne a été un peu inexistante. On l'a dit souvent, qu'il n'y a pas vraiment eu de campagne électorale, avec d'une part la victoire annoncée de Macron et deux, l'absence de débat. Alors déjà, je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Est-ce que selon toi, la campagne a été existante ou inexistante? Je remarque quand même que tu dis que les deux seuls qui ne se sont pas appuyés sur un schéma narratif, donc Le Pen et Macron, sont les deux qui ont été au deuxième tour. Donc voilà, quelle est cette ambiguïté du fond de la forme, du schéma actantiel de la rhétorique? Et est-ce qu'on a vraiment eu une campagne finalement? C'est évidemment des bonnes questions. Alors, en rhétorique, on laisse vraiment largement de côté l'opposition entre fond et forme, pour une raison qui est très simple, c'est que la forme est porteuse du fond, et même constitutive du fond. Et c'est tout ce que je cherche à montrer, moi et les personnes, et mes collègues qui font le même travail que moi. Mais ce que nous cherchons à montrer, c'est que la forme incarne le fond qu'il y a derrière. Je prends un exemple qui est celui qui est peut-être le plus simple, la question des métaphores. C'est de la pure forme. C'est vraiment de l'analyse formelle d'un texte littéraire, d'identifier les métaphores qui sont déployées. Bon. Mais en rhétorique, les métaphores servent à cristalliser des arguments. Quand Jordan Bardella, c'est l'une de ses métaphores préférées, président par intérim du Rassemblement national, quand Jordan Bardella dit qu'il y a une submersion migratoire, l'image de la submersion, l'image de cette vague qui avance sans jamais pouvoir être arrêtée et qui va, même si initialement elle paraît inoffensive, qui va progressivement monter, nous déborder et faire s'écrouler tout ce en quoi nous croyons et tout ce dans quoi nous vivions auparavant. Vous voyez bien que cette image, elle porte une argumentation de fond. Que cette image, en fait, elle est porteuse d'une idéologie, d'une théorie dont on pense ce qu'on veut, à titre personnel, pas forcément du bien, qui est la théorie du grand remplacement. S'il y a un grand remplacement, c'est qu'il y a une submersion migratoire progressive. Vous voyez comment, en un terme, en une métaphore, une image, on vient cristalliser totalement une argumentation qu'il y a derrière. Donc, moi, je rejette cette distinction entre forme et fond qui ne me paraît pas pertinente. Sinon, pour remarquer qu'il y a de la forme qui est porteuse de fond,
certaines métaphores, et puis qu'il y a de la forme qui en est totalement vide, mais c'est intéressant de le remarquer aussi, et j'ai souvent l'occasion de m'agacer contre ce que j'appelle les concepts mobilisateurs, que sont ceux dont j'ai parlé, hein, ces grands mots ronflants, motivants, verdoyants, mais qui en réalité ne sont porteurs d'absolument aucune idée. Le mot de justice sociale étant le meilleur terme. Enfin, vous ne trouverez pas un seul candidat ou candidate qui ne se dit pas vigoureusement engagé en faveur de la justice sociale. La question étant de savoir quelle est cette justice. Et là, tout d'un coup, plus personne n'est d'accord. Donc, c'est bien la preuve que ces mots-là ne disent absolument rien. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « moi, je veux faire la justice sociale », oui, mais c'est quoi la justice? Est-ce que c'est donner plus à ceux qui ont moins? Est-ce que c'est donner plus à ceux qui font plus d'efforts ou qui travaillent plus? Ou est-ce que c'est donner plus à ceux qui sont français? C'est pas la même chose quand même. Et les projets politiques derrière sont pas les mêmes. Bon, donc là, vous voyez que ça, c'est une forme qui n'est porteuse d'aucun fond. Mais en fait, en soi, c'est déjà, c'est plutôt une forme qui n'est porteuse d'aucun argument. Mais c'est déjà intéressant à décrypter parce que c'est pas forcément la forme qui est la moins impactante malgré tout. Bon, donc moi, cette distinction-là, je trouve pas que ce soit la plus pertinente et la plus intéressante, en tout cas pas la plus fine pour analyser le discours politique, parce que, comme tu l'as très bien dit, la forme est toujours porteuse de fond, et quand elle ne l'est pas, c'est en soi déjà un élément intéressant à analyser. C'est la première chose. Ensuite, quel est malgré tout l'impact rhétorique? Alors, pour revenir sur le succès de... Alors, est-ce qu'il y a eu une campagne et le succès d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Est-ce qu'il y a eu une campagne? Oui. Oui. Est-ce qu'elle a été passionnante? Est-ce que, bon, ça après on peut en débattre, mais est-ce qu'il y a eu une campagne? Oui, pour l'avoir couvert chaque jour, je peux vous dire qu'il y a eu une campagne. Elle a été évidemment considérablement perturbée par des questions internationales qui sont venues rebattre les cartes. C'est l'argument d'Éric Zemmour pour expliquer ces 7%. Je crois que l'argument n'est pas totalement faux. Je crois que sans la guerre en Ukraine, mais guerre en Ukraine qui a amené à attirer l'attention sur des choses qu'il avait dites auparavant sur Vladimir Poutine et qui l'ont considérablement gêné dans la suite de sa campagne, sans doute à juste titre d'ailleurs. Zemmour, c'est quand même celui qui a dit qu'il faudrait un Poutine français. C'est un peu plus compliqué à soutenir après le massacre de Boutcha. Je pense que tout le monde en sera d'accord. Donc, et puis l'accueil des réfugiés ukrainiens, etc. Bon, je ne reviens pas sur toutes ces questions-là. Mais c'est quand même de la campagne électorale malgré tout. Donc il y a eu une campagne électorale, il y a eu un vrai problème sur lequel on reviendra peut-être du point de vue des débats et du point de vue des options choisies par Emmanuel Macron, qui est resté en retrait de la campagne. Mais pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, en fait, il a fait campagne. Il a fait campagne depuis très tôt. Quand Emmanuel Macron se fait filmer, il ne s'est jamais vraiment fait filmer, mais se fait photographier pendant ses coups de fil avec Vladimir Poutine, c'est un élément de campagne électorale. Ce qu'il émet à ce moment-là, c'est un discours particulier qui est un discours d'éthos. Il émet de l'image de lui-même. L'image de lui-même qu'il émet, c'est « je suis en responsabilité, je suis expérimenté, j'ai les épaules pour tenir le pays, et on est en pleine crise. Faites-moi confiance. » C'est un argument. C'est un argument d'éthos, c'est un argument d'image. Et cet argument, Emmanuel Macron l'a déployé tant qu'il a pu pendant tout l'avant-premier tour, jusqu'à ce qu'il soit contraint de descendre dans l'arène, et encore l'a-t-il fait avec 2 meetings, il l'a vraiment fait en service minimum, mais parce qu'il a analysé, c'était son analyse politique, elle s'est révélée exacte, il a analysé que dans le moment politique que nous vivions, qui est un moment de crise internationale, qui faisait suite à une crise sanitaire, sur un fond de crise écologique, que dans ce moment de crise, les Françaises et les Français auraient tendance à faire confiance à l'expérience. Et donc il s'est dit, je ne peux pas faire campagne sur le logos, parce que tout ce que je dis risque de cliver. Si je fais campagne sur le fond des arguments, je vais faire campagne sur l'éthos, sur mon image, et parce que c'est cette campagne qui va c'est cette image qui va convaincre de voter pour moi. Il a eu raison. Marine Le Pen, c'est le même calcul. Marine Le Pen, en fait, c'est l'idée que elle sait de toute manière elle sait que ses électeurs savent. Elle sait que ses électeurs savent pertinemment qui elle est, quel est son programme, sur quelles valeurs et idéologies il repose. On en pense ce qu'on veut, mais ses électeurs savent. Et si toutefois ils pouvaient l'oublier, la chance qu'a Marine Le Pen, c'est qu'il y a quelqu'un qui est chargé de leur rappeler, qui est Éric Zemmour, qui fait campagne sur les thématiques traditionnelles du Rassemblement national, au premier rang desquelles la lutte contre l'immigration et la lutte pour l'identité française. Donc que fait Marine Le Pen? Elle se dit de toute façon, qui je suis, tout le monde le sait, ce que je pense, tout le monde le sait. Donc, je vais engranger des voix ailleurs.
Et c'est pour ça qu'elle insiste beaucoup sur le pouvoir d'achat, parce qu'elle se dit c'est là où je vais gagner de la crédibilité par rapport à Éric Zemmour. Donc elle est sur le terrain du logos, un logos gagnant. Et surtout, 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 Marine Le Pen, elle a passé la campagne électorale à émettre de l'image. Il vous suffit d'aller voir son compte TikTok, alors peut-être ne l'avez-vous pas fait, mais allez voir le compte TikTok de Marine Le Pen, vous la verrez souriante, motivée, sur des jolies vidéos, montrant ses chats, poussant un brin de chansonnette, esquissant même un pas de danse. Bon, bah, elle est éminemment sympathique sur son compte TikTok. Allez voir le compte Instagram de Marine Le Pen, vous la verrez souriante, sur des photos avec des couleurs vives, entourée de jeunes. Bon, elle a émis de l'image. Résultat très concret. 1. Marine Le Pen, c'est la seule des grandes candidates à faire des bains de foule. C'est la seule. Zemmour cesse de le faire. Il le fait très encadré dans ses meetings, mais il cesse de le faire après qu'il se soit pris un doigt d'honneur en plein visage à Marseille. Mélenchon ne le fait pas pendant toute la campagne parce qu'il sait qu'il a un certain tempérament et que s'il rencontre quelqu'un qui va l'agacer, il risque d'avoir les mots qui dépassent un peu ce qu'il faudrait dire. Macron le fait, mais au deuxième tour, parce qu'il a besoin de renvoyer une autre image qui est celle d'un président en contact, mais il sait que s'il le fait avant ça, il va se faire engueuler et que c'est très mauvais. Marine Le Pen, elle va sur les marchés, elle se balade, elle sourit, elle serre des louches. Résultat, elle est entourée de nuées de jeunes, y compris, je vais le dire de manière crue, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, y compris de noirs et d'arabes. Pour le dire avec le vocable féminisé traditionnel, y compris de jeunes issus de l'immigration, qui viennent faire des selfies avec elle. Parce qu'elle est cool. Donc le succès de Marine Le Pen, c'est un succès rhétorique de fond, qui est le succès de son idéologie, porté par son effort rhétorique à elle pendant 10 ans, porté par l'effort d'Éric Zemmour considérable ces derniers mois. Donc c'est le succès d'une idéologie qui s'impose, comme légitime, et même comme crédible, quoi qu'on en pense. Et sur cette idéologie qui fonctionne, il y a un marché qui existe. Et sur ce marché, il fallait s'arroger la plus grande part de marché. Comment elle a fait? Elle l'a fait en émettant de l'image. Et son image était éminemment plus rassurante, et donc plus crédible que celle d'Éric Zemmour. C'est comme ça qu'elle prend l'ascendant sur lui. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a d'autres forces politiques qui rentrent en jeu et que tout ne se résume pas à de la narration et même à de la rhétorique. Mais en toile de fond, il y a quand même le travail rhétorique qu'elle a fait les années précédentes, que son père a fait avant elle et que Éric Zemmour a fait en parallèle d'elle, qui explique, je crois, son succès. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité de l'élection présidentielle, en tout cas des discours qui sont propres à l'élection présidentielle, qui seraient dus notamment à la personnalisation de cette élection? Et est-ce que c'est comme ça qu'on peut expliquer l'intérêt et l'engouement qui semble y avoir pour cette campagne législative, qui finalement est très personnifiée en la personne de Mélenchon? Voilà. Est-ce que, en tout cas, tu peux nous expliquer des différences qui existeraient entre les différents types d'élections concernant les discours et les rhétoriques? Alors, il y a plusieurs questions dans la même question. La personnalisation est évidemment un élément fondamental parce que la cristallisation d'une argumentation politique sur un individu, sur une personne, qui va mêler ce logos avec son ethos, qui va mêler le fond des arguments avec l'image qu'il ou elle renvoie, évidemment participe à conférer une importance dramatique et rhétorique capitale à l'élection présidentielle. Par ailleurs, c'est l'élection reine d'un point de vue institutionnel. En fait, non. En fait, un président qui n'a pas son Assemblée nationale ne gouverne pas. Mais en fait, oui. Depuis que la France est passée au quinquennat avec inversion du calendrier entre les législatives et les présidentielles, jusqu'à aujourd'hui, les choses vont peut-être changer demain et dimanche suivant, mais jusqu'à aujourd'hui, les présidents élus ont toujours eu leur Assemblée nationale. Donc, de fait, et les présidents ont eu leur Assemblée nationale parce qu'ils avaient été élus. La preuve politologique de cela étant l'élection de Jacques Chirac en 2002. En 2002, Jacques Chirac est élu président de la République, non pas sur un malentendu, ce serait faux de le dire, mais tous les sondages de deuxième tour, il faut les prendre avec des pincettes. Les sondages de deuxième tour avant le premier tour, c'est jamais si précis que ça. Mais bon, malgré tout, une grande partie ou tout, je ne sais pas si c'est une grande partie ou tout, mais l'essentiel, dirons-nous, des sondages du deuxième tour faits avant le premier tour entre Jospin et Chirac donnait Lionel Jospin gagnant contre Jacques Chirac. Jacques Chirac est élu parce que Lionel Jospin est devancé de quelques centaines de milliers de voix
par Jean-Marie Le Pen au premier tour, beaucoup ont pu croire que les élections législatives seraient un troisième tour. Quelle serait l'occasion pour les Français de dire, bon bah, on a écarté Jean-Marie Le Pen par nécessité, maintenant on va réélire Lionel Jospin Premier ministre, en plus le fait est qu'il l'était déjà, pour que lui continue effectivement de gouverner la nation. Résultat, vague bleue, non pas sans précédent, mais vague bleue incroyablement nette. Aux élections législatives, les Français ont dit, bon bah c'est bon, il est élu, on lui donne, on lui donne. La même analyse a pu être faite en 2017, avec certains, dont moi, comme quoi je me trompe très souvent dans mes prédictions, hein, donc ne m'écoutez pas prédire, c'est vraiment la pire chose à faire. Hein. Mais certains, dont moi, disaient, si Emmanuel Macron est élu président de la République, contre Marine Le Pen, il aura bien du mal à rassembler une assemblée législative, et la gauche risque de se mobiliser pour faire un troisième tour. Bon, résultat patatras, il s'est passé ce qui s'est passé, une vague bleu ciel sans précédent, c'est pas encore vrai, mais une vague bleu ciel très nette aux élections législatives. Donc, bon, tout ça pour dire que les présidentielles, c'est l'élection phare, jusqu'à aujourd'hui. On verra si cette élection nous amène à réinterpréter nos institutions. Donc ça explique l'intérêt plus grand des Français pour les présidentielles que pour les... C'est mieux, j'ai motivé mon micro. Ça explique l'intérêt plus grand des Français pour la présidentielle que pour les législatives. Est-ce qu'il y a une spécificité des discours présidentiels? Oui, me semble-t-il, et c'est là où... mais c'était peut-être une question ultérieure, donc je vais ouvrir la boîte sans en détailler le contenu. La spécificité de l'élection présidentielle, c'est que c'est une élection contradictoire. En fait, quand vous y réfléchissez, avant l'élection présidentielle, les discours politiques sont très largement parallèles. C'est-à-dire que, pour simplifier, vous avez Mélenchon, ou Quatennens, ou Olivier Faure, ou Julien Bayou, ou n'importe qui d'autre, ou Marine Le Pen, qui vient le matin chez, je vais être un peu corpo, qui vient le matin chez Marc Fauvel et Salia Braglia sur France Info, pour dire, vous vous rendez compte, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est terrible, c'est insupportable, c'est inadmissible. Ils rentrent chez eux, et le lendemain matin, toujours chez Salia Braglia et Marc Fauvel sur France Info, vous avez Gabriel Attal, Olivier Véran, pourquoi pas Jean Castex, qui vient et qui dit « Mais j'ai entendu ce que disait hier Jean-Luc Mélenchon, c'est un scandale, bien sûr que bon. » Donc, les argumentations sont parallèles, elles ne se croisent pas. Elles sont contradictoires, mais contradictoires à temporalité différée, sur une temporalité différée. L'élection présidentielle, c'est le seul moment où cette contradiction a lieu en même temps. Soit de meeting en meeting avec des arguments qui sont tellement personnifiés qu'elles sont obligées de se répondre stricto sensu, soit, et c'est évidemment la grande spécificité des élections, depuis 2017 d'ailleurs, même avant, avec des grandes émissions de politique dans lesquelles vous avez de la confrontation argumentative entre un candidat et soit un autre candidat, soit un lieutenant d'un autre candidat. Et cette contradiction subite, soudaine, est ce qui forge la spécificité de l'élection présidentielle. Et à cet égard, l'élection de 2022 est absolument riche d'enseignements, parce qu'il n'y a jamais eu, à ma connaissance, autant de duels politiques à la télévision. Il y en a eu énormément, je pense les avoir à peu près tous suivis, mais il y en a eu énormément. Le problème étant que dans tous ces duels politiques, il y a eu un absent, c'est Emmanuel Macron, qui a refusé de descendre débattre dans l'arène en arguant qu'aucun président ne l'a fait auparavant. Et ça, d'un point de vue de la structuration du débat public, ça a une conséquence qui est absolument délétère, qui est que il est le sortant. Sa politique est de fait celle par rapport à laquelle toutes les autres propositions se structurent. Et il n'a jamais répondu de cette politique devant ses contradicteurs, sinon pendant le débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen. Emmanuel Macron, dans toute sa carrière politique, aura eu 3 débats contradictoires. Contre Marine Le Pen en 2022, contre Marine Le Pen en 2017, regardez, ils sont là, et contre, je ne sais même plus qui, mais je me demande si c'est pas Bruno Le Maire, à vérifier, en tout cas un représentant des Républicains, au détour d'un plateau dans la grande émission politique de France 2, s'appelait-elle l'émission politique ou s'appelait-elle encore Des paroles et des actes, je ne sais plus. 3 débats en tout et pour tout, dont un seul après son élection comme président de la République.
Et c'est un vrai problème parce qu'il y a une forme de théâtre d'ombre à voir s'opposer sur un plateau télé Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, voire pire, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, voire pire, Éric Zemmour et un lieutenant de Marine Le Pen. Il y a une forme de théâtre d'ombre à voir ces duels-là qui ont existé être les duels qui ont structuré la campagne présidentielle, quand en réalité, la proposition par rapport à laquelle toutes les autres s'articulent, c'était celle d'Emmanuel Macron qui n'a jamais accepté de descendre dans l'arène. Là, il y a un vrai problème de structuration du débat politique et c'est un problème vraiment de responsabilité. C'est-à-dire qu'il aurait dû y avoir une responsabilité rhétorique pour le chef de l'État à répondre vigoureusement, argumentativement de son action devant ses contradicteurs. Ça n'a jamais existé et ça a amené l'élection présidentielle, et c'est la spécificité de celle-ci, à se structurer autour d'oppositions qui n'étaient pas, je pense, les oppositions fondamentales. Merci beaucoup. Alors, je veux bien que tu rouvres un peu la boîte. Hein. Tu voulais développer un petit peu des points. Non, en fait, je l'ai fait. Je l'ai fait. Non, mais c'est de ces duels et de ces confrontations mal structurées dont je voulais parler avec vous et sur lesquels je voulais attirer votre attention, avec des effets de champ politiques qui sont assez stupéfiants. C'est-à-dire que si vous prenez les duels, ils ont eu lieu un peu partout, mais il y a une émission dans laquelle ils ont particulièrement eu lieu, qui est, au risque de déplaire à certains et certaines d'entre vous, selon moi, une bonne émission politique. C'est l'émission Face à Baba, présentée par Hanouna, j'ai oublié son prénom, Cyril Hanouna, présentée par Cyril Hanouna sur C8. Je trouve, en ce qui me concerne, que c'est une bonne émission de débat politique pour plein de raisons qui ne nous concernent pas nécessairement ici. Mais, premier invité, grand invité de Face à Baba, Éric Zemmour, autour duquel se structure toute la première émission. Deuxième grand invité de Face à Baba, Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, qui se voit opposer pendant la moitié de l'émission Éric Zemmour, qui normalement aurait dû être invité pendant 20 minutes et qui finit par rester 1h30. Troisième invité de Face à Baba, Marine Le Pen. Derrière, il y a eu d'autres invités. Mais tout de même, là, il y a un effet de champ qu'on ne peut pas, me semble-t-il, ne pas voir et qui ont été derrière corroborés par des chercheurs, en l'occurrence, surtout une chercheuse qui s'appelle Claire Secaille, qui a analysé la prégnance de l'extrême droite en général et d'Éric Zemmour en particulier sur les plateaux de Cyril Hanouna et qui en conclut que l'extrême droite y est très largement surreprésentée. Bon, donc, mais je le dis parce que plus généralement, alors que toute la campagne aurait dû, normalement, comme je l'ai dit, se structurer autour du président sortant, celui qui a un bilan à défendre, en plus d'un projet à argumenter, ces duels politiques se sont en réalité structurés autour de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il y a eu peu de duels où ils étaient absents. Il y en a eu très peu. Quelques-uns, parce que Valérie Pécresse a fini par être invitée dans Face à Baba, et donc vous avez eu Valérie Pécresse contre Julien Bayou, si ma mémoire ne me trompe pas. Vous avez même eu Valérie Pécresse contre Julien Bayou, je ne suis pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est Valérie Pécresse contre Fabien Roussel, par exemple. Bon. Donc il y a eu des duels parallèles. Mais Valérie Pécresse, qui par ailleurs, encore une fois, a défendu le grand remplacement dans un de ses meetings. Donc, bon. Mais il y a la campagne, d'un point de vue contradictoire, du point de vue des débats, s'est structurée autour des idées de l'extrême droite, laissant dans l'ombre toute une proposition politique qui aurait dû être discutée, qui est celle d'Emmanuel Macron. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème. Donc, pourquoi ces deux questions sont liées? Parce que la spécificité de la campagne électorale présidentielle par rapport à toutes les autres, c'est son caractère contradictoire. C'est le fait de voir les grandes argumentations politiques qui d'ordinaire sont déployées parallèlement être soudain confrontées les unes aux autres. Sauf que dans celle-ci, cette confrontation s'est opérée, selon moi, en des termes qui n'étaient pas représentatifs de la réalité de notre débat politique. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une évolution de la rhétorique et des discours au cours de la Ve République, en particulier en raison de la transformation des moyens de communication? Tu parlais de TikTok, Instagram tout à l'heure. Alors, on peut évidemment penser aux réseaux sociaux, mais également aux chaînes d'infos en continu qui ont tendance à chercher un peu la polémique, le percutant, l'immédiat. Est-ce que en fait, tous ces moyens de communication-là conduisent à une évolution, et si oui, laquelle?
l'évolution des moyens de communication conduit selon moi à plusieurs évolutions parallèles. Euh, il faut quand même se rendre compte de d'où attendez, j'essaie de voilà, d'où nous venons au sein de la Ve République. Nous venons de l'ORTF du général de Gaulle, radio nationale, radio d'État, contrôlée par l'État et singulièrement par le gouvernement. En 1965, le général de Gaulle donne, dans l'entre-deux tours, il est mis en ballottage, c'est la première élection présidentielle, la première élection du président de la République au suffrage universel de la Ve République, en 65, le général de Gaulle est mis en ballottage par François Mitterrand. Surprise, stupéfaction, voilà le général de Gaulle en difficulté, et il fait, d'ailleurs ça nous rappelle comme quoi, il fait ce qu'il s'était refusé à faire jusque-là, il descend dans l'arène. Il descend dans l'arène sous la forme d'une série d'entretiens qui seront télédiffusés avec un journaliste qui s'appelle Michel Droit. Ces entretiens sont très connus. Ils ont donné lieu à toute une série de formules restées célèbres. Je crois que c'est dans ces entretiens-là qu'on a la fameuse formule du général de Gaulle sur l'Europe, 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 et on peut sauter comme un cabri sur sa chaise. Bon, vous voyez, donc c'est des entretiens qui sont restés célèbres. Toutes les questions étaient non seulement connues à l'avance, mais écrites par l'Élysée. Donc voilà d'où nous venons. Donc il va de soi que dans un espace médiatique où le président de la République est en capacité d'écrire les questions qu'on va lui poser, et on sait que c'était à peu près la même chose pour les grandes conférences de presse du général de Gaulle, où il rivalisait de bons mots, c'est plus facile d'avoir un bon mot quand on avait la question à l'avance. Il va de soi que dans un tel cadre, vous pouvez avoir une parole politique qui est assez franche, parce que vous contrôlez votre propre franchise. Avec le développement des chaînes de télévision et la démultiplication des interventions des hommes et des femmes politiques sur nos antennes, et donc singulièrement avec l'apparition des chaînes d'infos en continu, nous avons des hommes et des femmes politiques qui ont dû parler tout le temps. Et en fait, vous vous en rendez peut-être plus compte, mais quand vous regardez l'agenda d'un homme politique, c'est hallucinant le nombre d'interventions. C'est-à-dire que vraiment, alors une campagne électorale, c'est encore plus, mais vous prenez l'agenda d'un ministre ou d'un grand représentant d'un grand parti à un moment normal de l'année, il fait 2 ou 3 matinales dans la semaine. Le nombre de matinales, ça, je les suis d'assez près, le nombre de matinales qui proposent des interviews politiques, c'est totalement stupéfiant. Et donc, les hommes politiques ont tendance à énormément parler, et donc à énormément répondre, et donc à être confrontés souvent à des questions embarrassantes. Il leur a fallu développer des stratégies de défense pour ne pas être mis en difficulté. Donc l'apparition de ce qu'on a appelé la langue de bois, l'apparition de ces techniques rhétoriques qui permettent de noyer le poisson pour ne pas répondre à une question qui potentiellement vous mettrait en difficulté, l'apparition de ces techniques rhétoriques est très liée au développement de notre système médiatique qui a amené les hommes et les femmes politiques à devoir parler de plus en plus en étant de plus en plus souvent mis en difficulté. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, les réseaux sociaux ont eu selon moi, deux évolutions parallèles. Ont induit 2 évolutions parallèles. La première, c'est évidemment la prime à la petite phrase. C'est-à-dire qu'auparavant, nous avions coutume de déplorer que les prises de position des hommes et des femmes politiques dans les médias étaient réduites à leur plus simple expression, une poignée de secondes, 1 minute, 2 minutes maximum. On avait tendance à dire, vous vous rendez compte, l'interview du matin sur France 2, c'est 7 minutes, mais c'est beaucoup trop court. Bon, maintenant, une prise de position, c'est plus 7 minutes, c'est 280 caractères sur Twitter. Donc il est évident que là, on est dans un cadre où c'est la prime à la petite phrase, c'est la prime à l'emphase, c'est la prime à la simplification, c'est la prime à la métaphore marquante. C'est une évolution qui est en partie impulsée, en partie seulement, mais en partie impulsée par les médias. La deuxième évolution qui est beaucoup plus profonde, qui a un impact sur la rhétorique politique, mais qui ne détermine pas une rhétorique politique en particulier, c'est le fait que, et c'est un paradoxe, notre espace public n'a jamais été aussi pluriel qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux. Il n'y a jamais eu autant de canaux d'expression. Et donc, il n'y a jamais eu autant d'opportunités de confronter des idées et des arguments. Mais, pour des raisons que vous connaissez, dans lesquelles je ne rentre pas, les réseaux sociaux sont aussi des espaces qui sont des espaces clivés en bulles très largement distinctes. En gros,
sur les réseaux sociaux pour des raisons de choix personnels et de biais personnels. On a tendance à liker et s'abonner à des gens avec qui on est d'accord. Pour des raisons algorithmiques, l'algorithme de la plateforme a tendance à vous présenter des contenus qui vous plaisent, que vous allez liker, avec lesquels vous êtes donc d'accord. Et progressivement, sur Facebook comme Twitter, on finit par ne plus être exposé qu'à des idées qui sont les mêmes que les nôtres. Et c'est un vrai problème, parce que, en termes de structuration du débat public, notre débat public est en train de devenir non contradictoire. C'est-à-dire que Éric Zemmour va produire, ou Jean-Luc Mélenchon, ou n'importe qui d'autre, va produire une argumentation hautement contestable, qui va être contestée vivement, vigoureusement, mais ces défenseurs, les défenseurs de la personne qui a émis la première argumentation, ne seront pas exposés aux contradictions. Parce qu'ils sont dans une bulle où ne sera retweetée que l'argumentation initiale. Et c'est un vrai problème. C'est un paradoxe. Il n'y a jamais eu autant de contradictions et pourtant notre sphère est en train de devenir non contradictoire parce que les uns et les autres, nous ne sommes plus opposés aux arguments contraires, nous ne sommes plus opposés à ce que nous ne pensons pas, à ce qui nous déplaît et à ce qui est opposé à ce que ceux qui nous plaisent disent. La phrase est compliquée, je pense que tout le monde a compris. C'est une vraie difficulté parce que c'est la prime à ce qu'on a vu se développer depuis plusieurs années, mais notamment pendant cette élection, c'est la prime aux fausses informations. C'est la prime aux fausses informations. Vous pouvez faire circuler des informations, des arguments totalement erronés, qui vont être repérés, qui vont être, comme on dit aujourd'hui, débunkés. Le problème, c'est que vos auditeurs ne seront pas exposés au débunkage. C'est vrai pour une grande partie des orateurs et des oratrices politiques. J'attire votre attention sur le fait que l'AFP factuel, je ne vous parle même pas du check news de Libération, hein, l'AFP factuel, qui est l'organe de décryptage et de fact-checking le plus... je n'ai pas envie de le qualifier, parce que le vrai du faux de France Info, c'est très rigoureux également, mais en tout cas, l'AFP factuel n'est généralement pas contesté. L'AFP factuel a fait un tweet avant-hier pour souligner les contre-vérités propagées par le président de la République sur le programme de la nouvelle Union populaire. Et vous avez 4 ou 5 entrées. Et à chaque fois, l'AFP dit bah, Emmanuel Macron a dit ça, c'est factuellement erroné, le programme de la NUP ne dit pas cela. Emmanuel Macron lui-même, qui en 2017 fustigeait les fake news qui gangrènent l'élection présidentielle. Et donc là, on a un vrai problème, parce que je prends l'exemple du président de la République, parce que pour vous montrer que c'est vrai au sommet de l'État. Mais Emmanuel Macron n'est pas le seul, loin de là, à avoir eu le privilège d'un décryptage par l'AFP, France Info ou Libération, ou les décrypteurs du Monde. Et donc, on a une tendance générale qui est une prime aux informations fausses, parce que ces informations fausses, même si elles sont contestées, la contestation n'atteindra pas les auditeurs. Le paradigme absolu, le sommet évidemment de cet état de fait, étant la présidence trumpienne aux États-Unis, avec Trump qui a émis mensonge sur mensonge, a raconté n'importe quoi, et a quand même rassemblé sur son nom un très grand nombre de scrutins lors de sa deuxième élection présidentielle, même si in fine il n'est pas élu. Merci Clément. Alors, dernière question, parce que malheureusement le temps s'écoule. Est-ce que, selon toi, ou quelle serait en tout cas la formule à retenir, s'il y avait une formule à retenir de l'élection de la campagne présidentielle et éventuellement législative en 2022 ? Voilà, la formule de l'élection législative, il n'y en a qu'une, c'est Mélenchon Premier ministre. Hein, ça me semble assez clair. Qui est une élisez-moi Premier ministre. Alors oui, qui est une comment dire, factuellement, institutionnellement, ça n'est pas exact, évidemment. Les Françaises et les Français n'élisent pas le Premier ministre, donc c'est une formule, c'est une figure de style, c'est un élément de langage, mais qui même si factuellement, institutionnellement, c'est un détournement de sens, derrière, politiquement, c'est bien ce qui se passe malgré tout. Donc là, il y a une invention quand même qui est assez intéressante et assez marquante d'un homme politique qui réussit à transformer sa défaite en espérance de succès futur, ce n'est pas rien tout de même, et qui réussit à remobiliser l'attention autour des élections législatives qui d'ordinaire n'intéressent personne. C'est quand même, d'un point de vue rhétorique, c'est une invention assez frappante. La formule, et je l'ai déjà citée à plusieurs reprises, qui pour moi marque la présidentielle, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, c'est le grand remplacement. Enfin, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. C'est-à-dire que cette formule, il y a encore quelques années, elle était considérée, elle l'est toujours par les démographes, les historiens, elle est considérée unanimement dans le champ universitaire
comme n'ayant absolument aucun fondement factuel, comme relevant de la conspiration absolue, du fantasme le plus pur, donc consensus parmi les historiens et les démographes. Et cette formule, il y a encore quelques années, elle frappait d'indignité les orateurs et les oratrices politiques qui s'en réclamaient. D'indignité. Seul Éric Zemmour osait le faire. Même Marine Le Pen disait « Non, écoutez, grand remplacement, la formule me semble, voilà, je ne la reprendrai pas à mon compte. Je dirais simplement qu'il y a une submersion migratoire. » Bon, c'était la même chose. Mais la formule était vraiment tenue à l'écart comme étant une formule pestiférée. La seule au sein du Rassemblement national qui l'employait volontiers, c'était Marion Maréchal Le Pen. Elle est même considérée comme l'aile droite du parti. Donc cette formule qui était un repoussoir absolu, à juste titre si on suit les universitaires qui ont travaillé sur la question, est devenue un marqueur de la campagne. Un marqueur tel que, comme je vous le disais, jusqu'au sein de la droite républicaine, Valérie Pécresse se sent forcée, selon moi à tort d'un point de vue de pure politique électorale, mais se sent forcée de prendre position et de la reprendre à son compte. À tel point que les journalistes eux-mêmes en ont fait, à tort ou à raison là aussi, en ont fait l'une de leurs questions récurrentes. Et si vous réécoutez les débats à la primaire des Républicains, la question qui leur est posée à 2 reprises, c'est « Bon alors, chacune, dites-nous, est-ce que vous pensez que le grand remplacement est une réalité ?» Et vous avez 5 personnes qui prennent les uns et les autres position sur la question. Éric Ciotti en disant « Mais bien sûr, il faut appeler les choses par leur nom. » Et les autres, ils disant « Non, le nom, je l'aime pas trop. Mais par contre, ce que ça désigne, oui, bien sûr, c'est vrai. » Bon, donc il y a un succès politique d'Éric Zemmour, tout seul. Vraiment, c'est le succès politique d'Éric Zemmour qui a réussi à prendre un terme qui était un terme considéré si extrême qu'il frappait presque instantanément d'indignité celles et ceux qui l'employaient, lui exclu, pour des raisons de champ, pour des raisons de place dans les médias, pour des raisons de surface médiatique, qui faisait qu'il pouvait se permettre, en franc-tireur, de partir en éclaireur sur cette question. Et cette expression qui était auparavant, comme je vous le disais, pestiférée, est devenue l'une des expressions marquantes de la campagne, à tel point qu'elle a obligé tout le monde à se positionner pour elle ou contre elle. Et je ne vois pas d'autres... voilà, c'est un succès politique qu'on ne peut dénier. Et c'est selon moi la formule qui aura marqué et caractérisé cette campagne. Encore une fois, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore. Merci infiniment Clément Viktorovitch d'avoir accepté notre invitation pour tous ces éclairages. Merci.